On va commencer tout d'abord avec notre première intervenante plutôt, Madame Dounia, qui est présidente de l'organisation de la lutte contre la pauvreté et soutien aux classes vulnérables. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, moi je me nomme Dounia Bouennatal Bali. Je suis la présidente de l'organisation Lutte contre la pauvreté et soutien des classes vulnérables. J'ai de l'expérience à partager avec vous. Je vais intervenir sur l'aspect insertion et reconversion professionnelle des jeunes dans les paliers. J'avais dit que je vais partager avec vous mon expérience. Moi, je suis de Hod Sharqi, et plus précisément à Baskounou. C'est une muqata'a à la frontière de Mali. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs organisations internationales. J'ai travaillé à l'âge de 18 ans et j'ai eu le contact direct avec les bénéficiaires, avec les vies des réfugiés et comment les difficultés qui passent les personnes vulnérables. Et à partir de 2021, je me suis approchée d'être à Nouakchott. Et le moment que je suis passée ici, j'ai décidé que je ne retourne pas pour être en contractuel avec une autre organisation. Plutôt, je vais créer mon organisation pour essayer de soutenir notre classe vulnérable et les personnes qui sont en besoin à Nouakchott. Si on remarque bien, à Nouakchott, il y a beaucoup de quartiers, il y a beaucoup de gazra, il y a beaucoup de gens qui nécessitent vraiment d'une aide. Et c'est ça mon objectif vraiment, à ouvrir mon organisation, à les grandir jusqu'à vraiment améliorer beaucoup de conditions des gens en nécessité. Pour l'insertion, je vais intervenir sur l'aspect. L'insertion, il y a eu des jeunes qui sont suivis des formations professionnelles avec le ministre de l'Emploi ou bien avec des institutions, avec des cabinets de consultation. Mais parfois, toujours ces jeunes, après 6 mois à 8 mois de formation et retour, il s'assoit à la maison, il attend un financement ou bien il attend un mécanisme, comment il va démarrer son projet. Moi, apparemment, je veux parler plutôt que l'insertion, on peut faire l'insertion avec l'entrepreneuriat collectif. Si par exemple, je donne l'exemple, il y a 10 jeunes qui sont sortis d'électricité et bâtiment, ou bien 10 jeunes qui sont sortis des mécaniques. Ces 10 jeunes, en personne, il peut être ses moyens limités, il ne peut pas créer son entreprise, il ne peut pas commencer, mais si on essaye de faire ça ensemble, on peut déjà réaliser. Si nous sommes 5 personnes, on a commencé à cotiser ensemble, à faire une situation de créer notre entreprise ou bien 10, on peut déjà avancer. Pour l'électricité bâtiment, par exemple, si nous sommes plusieurs nombres, on peut déjà commencer à ouvrir notre entreprise, à demander des financements et à engager des contrats avec des sociétés et des entreprises. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'électricité. Et si nous sommes plusieurs personnes, on peut obtenir beaucoup de contrats, on peut obtenir beaucoup de choses. Mais si individuel, il n'a pas les moyens vraiment de répondre à beaucoup de clients, il ne peut répondre à beaucoup de satisfactions des clients. Et s'ils sont ensemble, on peut avancer avant. Je vais ajouter un peu sur la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, apparemment, il y a beaucoup dans le monde, il est un peu avancé. Plutôt, par exemple, en France, l'année dernière, en 2022, le taux de reconversion professionnelle, c'est déjà arrivé à 35%. Et surtout, reconversion professionnelle, ce n'est rien que juste d'échanger les carrières ou bien d'échanger même les statuts professionnels. Il y a beaucoup de gens diplômés qui finissent leurs études à l'université, ils sont des droits ou bien de l'économie, restent au chômage, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Mais ils peuvent faire reconversion professionnelle. Ils peuvent s'adapter avec le digital, avec le management, avec les communications. Ils peuvent trouver d'autres solutions de chercher l'emploi. Surtout si on accueille de nouvelles compétences, on peut être plus éligible dans le marché du travail. Si j'ai une seule compétence ou bien j'ai un seul métier, c'est un seul statut de professionnel, c'est pas comme que je maîtrise plusieurs. Si je trouve l'occasion de rentrer dans les communications, je suis économique, je peux faire plusieurs métiers ensemble. Et surtout, je peux être reconverti dans cet aspect.
Et c'est ça mon intervention pour aujourd'hui. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, ce que vous dites, c'est très pertinent. C'est un sujet qui nous concerne. Ça concerne tous les Mauritaniens. Et c'est très intéressant de partager votre retour d'expérience. Merci beaucoup, Dounia. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Posez vos questions. Des questions qui sont vraiment en lien avec la thématique que nous abordons. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tiens d'abord à remercier, par exemple, ce fondateur de ce grand forum international qui a pu réunir, par exemple, les adultes, la jeunesse et beaucoup d'entrepreneurs, des experts, et notre géant, chef de file, Mokhtar Diallo, que je ne peux pas dépasser sans lui remercier de passage. Moi, je vais m'adresser à l'intervenante qui vient de parler, c'est Bouna, ou bien Dounia. Dounia, ma question c'est, par exemple, est-ce que, par exemple, ce travail que vous avez dit, que vous le faites ici à Dar Naïm, que le siège est à Dar Naïm, est-ce que c'est permis de le faire, ou bien est-ce que c'est permis de le faire dans tout le territoire national? Est-ce que vous avez, par exemple, des réseaux, des associations pour que vous puissiez, par exemple, partager ce travail? Parce que je trouve que c'est un travail très dynamique et très important. Et je peux un peu rebondir, donner un conseil pour les jeunes Mauritaniens et la jeunesse mauritanienne, que le marché en Mauritanie est maintenant pris par les étrangers. Or que nous, notre jeunesse, il est très rare que je vois, par exemple, un jeune sortant de l'université qui a ouvert un atelier, par exemple d'électricité, ou bien mécanique, ou bien menuiserie. C'est très rare. Tout le monde cherche seulement à être dans un bureau climatisé. Et ça, c'est un défi que nous devrions dépasser. Et merci. Merci pour la question. On va laisser Dounia répondre. Ok. Par rapport à votre question, par rapport moi, je suis la mois de mai, j'ai participé à la Forum international de l'économie sociale solidaire à Dakar. Et de lors, c'est ça qui m'a un peu réveillé l'esprit sur l'entrepreneuriat collectif pour les jeunes. Parce que nos jeunesses, depuis hier, on parle que toujours ils n'ont pas de financement, ils peuvent avoir une formation, mais ils sont en décalage de financement. Mais s'ils se réunissent ensemble, ils peuvent faire une entreprise. Je donne l'électricité bâtiment. Si ces 10 personnes, ils ont commencé à travailler ensemble, créer une entreprise, ils ont régénéré déjà un somme important pour créer cette entreprise. Une seule personne ne peut pas générer. Et deuxième, ils ont des compétences maintenant d'avancer vers... Il n'y a pas une société ici qui n'a pas besoin d'installation d'électricité. Toujours il y a les climatiseurs, toujours il y a des choses à faire. Ils peuvent gagner des contrats qui peuvent mettre en haut niveau jusqu'à qu'ils aient des bureaux climatisés. Parce que le bureau climatisé, il peut être en menuisier, en électricité. S'il a des compétences, il va améliorer son bureau au niveau qu'il le veut. Et mon bureau, il est à Dar Naïm, il est ouvert aux jeunes. Apparemment, depuis mon retour, j'ai commencé à recenser presque 1500 jeunes que je suis en train de viser comment on peut trouver pour eux des stages rémunérés et de voir comment on peut vraiment essayer de veiller l'entrepreneuriat collectif, de regrouper plusieurs personnes qui connaissent un seul métier et les aider à ouvrir leur entreprise et les aider vraiment à les développer. Surtout, mon objectif pour mon entreprise, c'est l'autonomisation des jeunes et l'autonomisation des femmes. Et je vais travailler là-dessus pour l'améliorer au maximum possible. Merci beaucoup, merci pour la réponse. On va continuer les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez des questions? Le micro, s'il vous plaît, de ce côté. Les questions sur la thématique que Dounia vient d'évoquer.
Il faut vraiment qu'on reste sur la thématique, s'il vous plaît. Merci. السلام عليكم ورحمة الله. Alaykoum salam. دنيا أنا أسألك شوي عن السؤال هون. إحنا معروف إن إحنا الشباب بينا نقدر نقول بين الحماس الزائد بعض الأحيان واحد مننا يفكر مشروع خاصة المشاريع الصغيرة ما نفكروا قاعد نفكروا لكنها يعدل مشروع ويقوم صاعد بيوتيوب على المشاريع البسيطة معنا شاكنها مفيدة ما نفكروا إن نبدأ بشوي نقدوا عقب هذا نحقق منه ياسر. غير فهم دائما بعض العراقيل تواجهنا. صورتك أنت كشابة في بداية حياتك بدأتي في هذه المشاريع. شنو هي ذيك العراقيل والله شنو هي أهم زاد ذيك العراقيل اللي واجهتي وشنو هي الطريقة اللي قديتي تتخطايها بها؟ Il m'a demandé que parfois toujours ces jeunesses ils ont le courage de commencer à faire quelque chose et d'avancer dedans mais toujours ils trouvent des problèmes. Ils me demandent comment je peux supporter tous les défis devant moi, comment je peux avancer. J'ai dit qu'apparemment mon carrière c'était pas facile parce qu'apparemment il n'y a pas quelqu'un qui a de l'emploi, il a un contrat qui laisse le salaire pour partir de commencer de zéro. Mais moi, j'ai décidé de faire ça parce que j'avais un contrat avec plusieurs ONG et si je retourne à mon place à Bassouknou, il y a toujours des ONG, ils peuvent m'ouvrir les portes, ils me connaissent déjà. Mais j'ai décidé de commencer mon entreprise moi-même parce qu'en attendant que de servir d'autres personnes, je vais servir nos citoyens et nos populations. Les défis que j'ai rencontrés, on a commencé de zéro. Et surtout, les moyens de bord, c'était très limité, les réseaux, c'est très limité. Mais ce que j'encourage, d'avoir toujours l'espoir et travailler matin et jour. Parce que si tu travailles, tu gagnes des fruits. Mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner rien. Nous, on a créé notre ONG l'année passée, mais on a eu notre subvention, on a eu des financements avec Fonds canadien d'initiative locale. Et surtout, si tu trouves l'opportunité, il faut l'utiliser surtout. Il faut montrer que tu peux le faire. J'ai eu des défis, des gens si je viens dans une interview, bientôt, il me dit comment tu as pu avoir des financements. Peut-être tu as fait une intervention ou bien tu as fait quelque chose qui est clair. Ce n'est pas normal avec ton compétence que tu peux avoir des financements. Il y a des gens qui me connaissent en contrat, ils me disent comment tu viens, tu peux être un chef d'entreprise toi-même. Mais ces défis, toujours, on l'élimine avec notre courage, à renforcer notre capacité. Parce que si toujours tu essayes d'apprendre plus, de patienter plus, de travailler plus, il va arriver. Et si quelqu'un il demande qu'il commence à un niveau très haut, c'est impossible. Toute personne qui a pu réussir, il a commencé des zéro. Merci beaucoup, Donia. On va applaudir Donia. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une troisième question. On va passer à l'autre thématique, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis bonjour à tout le monde. Je remercie les gens qui sont à la hauteur, qui ont fait la volonté de déplacer de diaspora jusqu'à venir ici à la Mauritanie pour rencontrer la jeunesse mauritanienne et les femmes entrepreneuriat qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont venues ici, qui ont fait des échanges depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Ça, je vous félicite. J'ai dit vraiment chapeau. J'ai dit quand même c'est une porte que vous avez amenée jusqu'à la Mauritanie pour la montrer à la diaspora, à la jeunesse mauritanienne et encourager la jeunesse mauritanienne la réussite. Comment réussir? Donc ma question c'est vers Madame Dounia. J'entends qu'elle parle à appuyer les jeunes. Elle dit mon entreprise. Je ne sais pas si elle est dans la société civile ou bien elle a son entreprise. J'aimerais qu'elle nous explique qu'est-ce qui est entre l'entreprise et la société civile. Elle a une organisation ou bien elle a une entreprise. Si on ne fait pas attention, ça va être mélangé pour certains. D'accord. Donc tout le monde est là, on est dans la société civile, on a notre entreprise. Mais vous intervenez dans quel sens? C'est dans l'entreprise ou bien dans l'association? Je vous remercie. Merci pour la question. Madame Opat Tanya, je suis présidente d'une ONG
Association Mauritanie pour la protection de la femme, l'enfant et les jeunes, AMPFJ. Et encore, vous avez parlé de l'économie solidaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a l'économie solidaire qui est là avec l'ONG Action. On a fait ici le mois de février. Avec l'occasion, on a invité 4 communes de l'intérieur et de Nouakchott qu'on a suivi des expositions. C'était méconnu ici en Mauritanie, mais alhamdoulilah, grâce à notre doyen Diagana Yakouba, son ONG, qui a très battu dans ce cadre. Mais jusqu'au mois de janvier 2023, ils ont eu un accord à la Mauritanie, c'est reconnu maintenant, économie solidaire. Il était même à Dakar avec vous, avec notre coordinatrice. Je vous remercie. Merci à vous. On va vous laisser nous répondre rapidement, Madame Dounia. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je représente une organisation à but non lucratif. Ce n'est pas une entreprise. Nous sommes une ONG nationale qui accompagne les jeunesses et les femmes, surtout pour éradiquer. Notre premier objectif, c'est l'éradication de la pauvreté de toutes ses formes. Et le domaine secondaire, c'est l'accès à la santé. C'est ça qu'on intervient. On n'intervient pas dans d'autres choses. Et surtout pour l'économie sociale solidaire, oui, je suis au courant. L'ONG Action, on a fait l'émission ensemble à Dakar. Et je sais qu'ils ont commencé à faire une mobilisation pour les coopératives, à intégrer l'économie sociale chez les coopératives. Mais si on voyage à l'extérieur, on voit les nouveaux de l'économie sociale solidaire, ce n'est pas seulement les femmes. Il est très important pour les jeunes. Il a pu encadrer beaucoup de jeunes, il a pu insérer beaucoup de jeunes dans les marchés du travail. C'est pour cela que je vois que c'est un exemple. Merci beaucoup, merci Dounia, merci vraiment pour cette participation. On va passer le micro à notre cher frère Monza, qui est un homme de culture et entrepreneur également. Il va intervenir sur la thématique des ressources humaines à l'heure de la digitalisation. On va tout d'abord te laisser te présenter et puis développer par la suite. On va l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Merci pour cet accueil. Je suis Kanlima Monza. Je suis d'abord artiste, producteur de musique, Maya entrepreneur. Je suis aujourd'hui président du réseau panafricain Arterial Network qui s'occupe des questions de politique culturelle auprès de l'UNESCO, auprès également de l'Union africaine en tant qu'observateur. Je suis également président de Assalamu Alaikum Culture. Pour être très sommaire. Je t'en prie. On me demande d'intervenir sur la digitalisation, mais je pense que le cœur de la thématique aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est vrai. Et je vais organiser donc mon intervention en 3 points. Le premier, c'est de parler de la jeunesse, de ces défis auxquels ils font face. Je vais parler également de la thématique qui m'est imposée, c'est-à-dire les ressources humaines dans la digitalisation. Tout à fait. Et je vais terminer par l'action que je mène en tant qu'entrepreneur ou globalement que Assalamu Alaikum Culture mène ici en Mauritanie. Très bien. Alors parler de jeunesse aujourd'hui, d'abord jeunesse mauritanienne, mais plus globalement la jeunesse africaine, et si l'on reste dans la région qui nous concerne, c'est-à-dire le Sahel, il y a des dénominatifs aujourd'hui qui doivent, en tout cas, qui doivent résonner dans la tête de chacun. Quand on parle de jeunesse, il y a des qualificatifs qui sont très positifs, il y en a d'autres pas positifs. Je vais parler par exemple de dynamisme d'aujourd'hui, de l'esprit de partage, d'entreprise, mais également l'envie de devenir. Parler de jeunesse, c'est aussi parler de chômage, parler de violence, parler aujourd'hui de fuite, quand on voit que
beaucoup de nos jeunes aujourd'hui essayent de sauter un mur pour des lendemains meilleurs. Les causes sont économiques, mais les causes sont aussi sociales parce que la jeunesse a besoin d'un cadre. La jeunesse a besoin d'un cadre opérationnel pour s'épanouir parce que pour créer et entreprendre, il faudrait un cadre serein et propice. Aujourd'hui, si notre jeunesse en Mauritanie prend les routes, c'est parce que le cadre fait défaut, c'est parce que les attentes sont inassouvies et il y a lieu de se poser la question de revoir ce cadre pour que les jeunes puissent s'épanouir et entreprendre. Entreprendre aussi, c'est prévoir. Le cadre n'a pas été prévu. Aujourd'hui, nous sommes face à des défis, qu'ils soient sociaux, territoriaux ou environnementaux. Il y a d'abord le défi de soi, de ses attentes, de ses aspirations. J'ai pas compris. Dans ce cadre et dans cette situation en Mauritanie, aujourd'hui, on voit quand même que les jeunes sont présents et crient justement toutes ces demandes sur les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à parler d'environnement numérique ou de digitalisation. En tant qu'acteur culturel, aujourd'hui, l'une des questions principales qu'on se pose, c'est comment agir aujourd'hui de manière efficace dans un monde connecté. Mais quand on parle aujourd'hui de digitalisation pour la Mauritanie, il y a des questions et des préalables auxquels il faut donner du temps de réflexion, mais du temps aussi de traitement. C'est-à-dire, on nous parle de digitalisation, on nous dit qu'aujourd'hui l'avenir c'est le numérique et on nous parle également du tout économique. C'est un champ où il y a beaucoup d'argent, mais la Mauritanie est orpheline de ça. Je reste simplement dans le cadre du secteur culturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui font des millions et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'exploitation numérique de leurs œuvres, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, les artistes de la Mauritanie qui, eux, sont encore loin de cette réalité. Il y a la Convention UNESCO 2005, aujourd'hui, qui garantit la rémunération équitable des artistes, qui est un gage et un droit culturel qui n'est pas certainement et forcément appliqué ici en Mauritanie, même si la Mauritanie, depuis avril 2012, a signé, on va dire, une convention concernant la liberté de création et la propriété intellectuelle, on va dire, littéraire et artistique. Il y a cette loi qui existe, mais son applicabilité, on va dire, est en retard. On parle de digitalisation. Aujourd'hui, pour les hommes de culture que nous sommes, nous savons très bien que le management digital est une étape importante pour connecter le monde professionnel avec le monde économique ou plus globalement les débouchés économiques. C'est une chose certaine. Mais quand on est dans un pays comme la Mauritanie où l'Internet est cher déjà et de mauvaise qualité, je pense qu'il y a un travail et des préalables à avoir. Le but, ce n'est pas de dire qu'en Mauritanie, rien ne va. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir être transparent avec ses faiblesses pour légitimer une action de correction ou d'amélioration. Aujourd'hui, l'une des problématiques que nous avons dans notre pays, c'est le manque de transparence, je dirais, dans la faiblesse que ce soit nos institutions, que ce soit nos entreprises, que ce soit nos projets eux-mêmes. La Mauritanie, pour moi, est un champ qui est rempli de potentialités et pour réaliser ces potentialités, il est clair et important d'asseoir
une action qui serait organisée, mais une action planifiée et une action, je dirais, monitorée, c'est-à-dire une action qui serait suivie et encadrée, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'anormal devient normal. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on dit que c'est adi. Et le adi, justement, rentre dans ce qu'on appelle le maslaha. Et le maslaha est quelque chose qui couvre et qui enveloppe un mensonge. Et ce mensonge-là, je pense que c'est important que chaque citoyen, par devoir de moralité et devoir de citoyenneté, de le reconnaître et de refuser que ça perdure. Pour que ça ne perdure pas, il faudrait que chaque main soit tendue vers l'autre dans le but de faire ensemble. Aujourd'hui, il y a des questions qui nous dépassent. La Mauritanie est un pays multiculturel qu'il faut, comment dirais-je, mettre en avant et surtout utiliser cette multiculturalité pour être dans une logique de complémentarité, une logique d'entente, mais pas que. Être ensemble ne veut pas dire vivre côte à côte. Être ensemble, c'est agir ensemble. Et agir ensemble pour l'intérêt d'un pays qui a plein de potentialités. Et le numérique, aujourd'hui, est un outil, je le dis, qui peut participer à connecter les peuples avec leur histoire, à connecter les peuples avec leur savoir, à connecter les peuples avec leur identité. Au-delà de cela, travailler dans un monde numérique demande aussi une certaine organisation, mais au-delà de l'organisation, il demande certaines compétences. On va te laisser conclure. Oui. Je finis juste avec une phrase. Ce que je peux dire, qu'aujourd'hui, tous les métiers sont ubérisables. Ils sont ubérisables dans la mesure où on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment, un bureau pour travailler et que nous sommes notre propre ressource, nous et notre créativité. Merci. Merci Manza, je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup, merci pour ta vision, merci pour ta contribution. Et c'est très intéressant, malheureusement le temps est court, on aura d'autres opportunités de développer le sujet. C'est une première édition, donc cette édition était très attendue, il y a beaucoup de thématiques à développer, on ne pourra pas les développer profondément, mais en tout cas ce n'est qu'un début, ce n'est pas la fin. Donc on aura d'autres moyens de continuer. Et encore une fois, je rejoins tout ce que tu dis sur la richesse de la Mauritanie, le potentiel qu'il y a ici. Et je pense aujourd'hui que si vous êtes tous là, c'est parce que vous avez effectivement aussi, vu ce potentiel qu'il y a en Mauritanie. Et comme j'aime le dire, seul on va vite, ensemble, on va plus loin. Donc c'est toujours le collectif qui fait avancer les choses. Je vais vous laisser le micro pour les questions. On a 3 questions. Je sais que c'est très peu, mais c'est un début. Soyons positifs. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Diop Abdoulaye Hamadi. J'ai écouté votre intervention et j'ai noté quelques points. D'abord, je vous remercie d'abord pour l'intervention. Elle était très brève, mais vous avez pu développer certaines choses. Et parmi ces choses-là, il y a un point qui a retenu un peu plus mon attention et qui concerne les droits d'auteur en Mauritanie. Vous avez dit qu'il y a une convention qui a été signée en avril 2012, mais qui n'est pas encore appliquée. Donc, en tant qu'acteur culturel, promoteur et aussi entrepreneur, quelles sont les actions que vous menez pour l'application de cette convention-là? Merci beaucoup. Réponds. Alors, il ne s'agit pas d'une convention, c'est une loi sur la propriété littéraire et artistique qui a été formulée par l'ensemble des acteurs avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de la relation avec le Parlement. En avril 2012, cette loi a été justement promulguée et son applicabilité devait commencer à partir de juillet 2012. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une cellule des droits d'auteur et des droits voisins qui est logée
au ministère de la Culture. Il y a un travail qui se fait au niveau société civile, des acteurs culturels. Il y a la coordination des acteurs culturels mauritaniens qui travaillent sur la question. C'est un plaidoyer qui est porté par beaucoup d'acteurs. Il y a eu pas mal de sessions qui ont été organisées pour également réadapter cette loi, parce qu'elle a été faite en 2012 et aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est-à-dire que le monde a changé, que l'environnement a évolué et que la loi doit s'adapter aujourd'hui au contexte. Il y a un travail à faire et je pense que c'est le ministère de la Culture qui a la clé en main pour l'applicabilité. Nous, en tant qu'acteurs, nous faisons le travail de plaidoyer pour qu'on réactive cette loi et pour que les artistes soient dans leurs dispositions, on va dire, légales. Merci. Okay. Les questions? Y a-t-il d'autres? Est-ce que ça répond parfaitement à votre question? Monsieur, c'est bon? Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Posez vos questions. C'est maintenant ou jamais. Si vous avez des questions, il faut poser les questions. Allez-y, n'ayez pas honte, on est entre nous, il faut poser les questions. Hein. Pas de questions? Tout est clair pour vous? De toute façon, Manza, il est là. Si vous avez des questions, il sera toujours à votre disposition pour y répondre, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette thématique. Oui, il y a une question? Bah, s'il n'y a pas de question, oui, posez une deuxième question. Allez-y. Donc, je vais revenir encore sur une nouvelle question. Vous êtes président de l'association Assalamu Alaikum Culture et cette année, l'organisation de la 16e édition du festival. C'est presque le seul et le plus grand festival qui se passe ici. Selon vous, quelles sont les causes qui font qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour que d'autres aussi promoteurs puissent organiser de tels événements, de tels festivals pour la promotion de la culture en Mauritanie? Merci. Une telle ouverture, c'est-à-dire, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autres qui font des événements à l'échelle d'Assalamu Alaikum? Bah, je ne sais pas, mais je vais parler en tout cas de ce qui existe. Assalamu Alaikum est une organisation qui est implantée en Mauritanie depuis 2014. Vous me direz que le festival a commencé en 2008 parce que j'ai commencé d'abord par être entrepreneur, c'est-à-dire il y avait une boîte de production qui est Zaza Production qui a fait le festival jusqu'en 2014. Parce que le festival a développé dans 13 villes de Mauritanie, donc des points focaux qui sont représentés par des jeunes qui ont fait entre eux une élection, élu un bureau, etc. Donc il y a 13 points focaux dans 13 villes de Mauritanie qui sont organisés et qui sont représentés par ces jeunes. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a une logique de gouvernance dans tout ça. La deuxième chose, c'est qu'à partir de 2014, il y a une appropriation du festival par l'ensemble de ses composantes qui fait que ça a donné naissance à l'association Assalamu Alaikum Culture, qui fait que le festival est devenu aujourd'hui non pas un produit d'une entreprise, mais un legs d'une entreprise à une association et qui devient un produit commun. Pourquoi cette grandeur? C'est peut-être par rapport à la programmation, par rapport à l'exigence qualitative, en tout cas de ce qui est fait, et surtout par rapport au fait que nous sommes une organisation et que nous avons un réseau aujourd'hui qui est assez étendu. Nous travaillons avec 213 territoires, si j'inclus les collectivités locales dans d'autres pays, mais nous sommes connectés avec 175 entreprises ou organisations dans le monde, et dans les 243 territoires qui font notre terre, nous sommes connectés avec 187 pays. Voilà. Merci Mansa, ça répond à la question? C'est bon? Ben, merci beaucoup pour cette réponse. On a une troisième question, je crois. On va vous laisser le
C'est bon? Merci de répondre. Salam alaikum. Monza, j'ai une question à vous poser. Et ça m'a tracassé depuis des années. Après le salam alaikum, quelqu'un qui remporte la compétition, il a sûrement une aventure à faire avec vous. C'est vrai ou pas? Et on a vu d'autres artistes que vous avez fait une très belle aventure avec eux. Mais pourquoi avec le cas de Brems, ça n'a pas eu lieu? Bon, c'est une question hors contexte, mais je vais quand même répondre en toute transparence. Alors, il y a un jeune rappeur qui s'appelle Brems, qui, je pense, à mon avis, est un des plus talentueux de ce pays aujourd'hui. Il manque d'encadrement, il manque peut-être d'avoir une bonne équipe. Il a remporté, si je ne m'abuse, le tremplin à Salam Alaikum Découverte en 2018 ou 2019, si ma mémoire est bonne. Alors, ce qui est prévu pour le Assalamu Alaikum Découverte, c'est inscrit dans le règlement du concours. D'accord? C'est une compétition nationale qui intègre les 13 villes dans lesquelles il y a des points focaux, où dans chaque ville, il y a une compétition entre les jeunes artistes de la ville. Donc pour lui, il a participé aux éliminatoires, on va dire, de Nouadhibou pour être le candidat vainqueur de Nouadhibou pour venir à Nouakchott se mesurer avec les artistes. Et cette année-là, c'est lui qui a été le lauréat. Qu'est-ce qui est prévu pour le lauréat de Assalamu Alaikum Découverte? À la base, il est prévu un investissement d'une valeur de 250 000 MRO. D'accord? Ces 250 000 MRO servent à aider l'artiste à enregistrer 6 titres que nous allons prendre et nous allons essayer de défendre et de vendre dans les marchés mondiaux comme Visa for Music, comme le Womex, comme Moshito en Afrique du Sud et comme. Ce qui se passe, c'est que nous avons eu des lauréats à qui on a donné le chèque directement, jusqu'en 2015. Et ces lauréats, au lieu de faire le produit, vont faire autre chose. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, nous avions décidé que nous allons mettre en place une régie qui gérerait cet investissement-là pour que l'artiste ait ce produit. Le cas de Brems, il est simple. Il a gagné, il est venu faire donc les formalités, on lui a expliqué. Il y a une question personnelle qu'il a posée. Nous avons fait preuve de flexibilité, je ne rentre pas dans les détails. Il y a une partie de la dotation qu'il a reçue en chèque, et ce chèque, je le dis en toute transparence, il y a la copie au bureau. La deuxième des choses, il a été donné un téléphone avec un numéro, une puce, pour lui dire que ce téléphone, quoi qu'il arrive, il doit être opérationnel parce qu'on va t'appeler à un moment pour te dire tu dois venir pour aller en stage ou pour aller dans un festival, comme ça a été le cas de Tonya Fia qui a été à la Cité internationale des arts à Paris avec une bourse de 5 000 €, 3 mois de stage, etc. Et donc au moment où ça s'est arrivé, Brems était injoignable. C'est un autre artiste mauritanien dont je vais taire le nom qui est parti à sa place au Maroc en stage et qui a gagné le tremplin africain qui s'appelle le THA. La dernière des choses que je peux dire sur cet artiste, c'est qu'il travaillait déjà avec une équipe. Son équipe revendiquait d'être son producteur. Moi, je ne suis pas rentré dans des polémiques. On a dit, nous, votre artiste, vous voulez garder, en tant que producteur, gardez-le. Nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement. Nous ne sommes pas là pour prendre l'artiste de quelqu'un. Nous avons mis en place un concours avec un règlement clair. Celui qui participe au concours, c'est qu'il a accepté le règlement. Après, les polémiques de Nouakchott ou de Mauritanie,
c'est du temps perdu. Nous n'avons vraiment pas de temps à perdre et nous travaillons. Merci. Merci pour la réponse. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une première édition. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'attentes. On a vu qu'il y avait des défaillances dans toutes les organisations, dans tous les systèmes. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes là. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de participer et de faire partie d'une communauté d'intérêt. Vous avez envie de faire partie d'une communauté d'esprit, d'une communauté qui veut aller de l'avant. Donc ça, c'est très intéressant. Ce que je peux dire pour clôturer la thématique de Monza, j'ai envie de dire à la jeunesse mauritanienne, aux Mauritaniens, j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous dire Hanawari, j'ai envie de vous dire Shukran, j'ai envie de vous dire Jarama, j'ai envie de vous dire Jared Jeff. Applaudissez. Bravo. On va poursuivre. J'ai une question, j'ai une intervenante qui va venir faire un témoignage. Je vais vous demander de l'accueillir aussi. C'est notre sœur Aïcha de Financial. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir à tous. Je suis Aïcha Babi, graphic designer chez Financial Afrique. En 2017, quand j'ai eu mon bac, j'ai été orientée à la faculté de Nouakchott en économie et j'ai fait un concours d'ingénierie télécom. J'ai réussi. Je suis allée au Sénégal, j'ai appris. Et après l'obtention de mon diplôme, je suis revenue dans mon pays. J'ai essayé de trouver un boulot, j'ai pas pu. Pendant une année, j'ai cherché, j'ai pas pu. Et j'ai été autodidacte. Je me suis auto-enseignée le design graphique. Et aujourd'hui, je travaille avec Financial Afrique en tant que graphic designer. Et je voulais juste vous dire, frères et sœurs, tout est question de motivation, tout est question de volonté. Parce que je pouvais dire non, je suis ingénieur en télécom, donc je vais attendre qu'on prenne en tant que en tant que technicienne en télécom, mais j'ai pas eu le marché, donc je me suis reconvertie. Donc je rejoins ce que Madame Dounia a dit. Je me suis transformée en graphic designer et j'adore mon travail. Et aussi, je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine de l'agriculture. Je le fais artisanalement, mais je veux poser une question à Madame Dounia. Vous dites qu'on peut travailler collectivement, c'est-à-dire on peut créer un groupe de 10 personnes pour se lancer. Et si moi, je veux juste avoir une machine qui me coûte 20 millions, et pour sortir dans le cadre de l'artisanat, et que je veux vraiment viser le marché mauritanien et être vraiment concurrentiel avec mes concurrents qui sont déjà ici dans le marché, et proposer cette qualité. Comment je vais faire avec ces 10 personnes? Est-ce que après l'obtention de cette machine qui nous a coûté 20 millions, est-ce que je suis obligée de prendre ces personnes en tant que salarié? Est-ce que je suis obligée de partager mes actions avec? C'est-à-dire, si je prends 10 personnes, je suis obligée de nous départager les 100% entre nous. Et je suis obligée, en tant que porteur de projet, d'obtenir que 10% de mon propre projet. Comment vous pouvez nous conseiller? Merci. Bonjour. D'abord, je pense, moi, le cadre dont je suis parlé, vous avez déjà commencé votre initiative. Et ça veut dire que si vous allez ajouter des gens, ils vont s'ajouter à critères que vous posez vous, parce que vous êtes les propriétaires déjà. Mais moi, le cadre dont je parlais, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore commencés, qui sont là. Mais ils peuvent se réunir ensemble pour commencer déjà leur initiative. Parce que si c'est 20 millions, si on prend l'exemple, que ces 20 millions, vous allez commencer, vous n'êtes pas encore commencé, et ces 20 millions vont être partagés selon vous. C'est vous que vous allez partager ensemble, vous préparez un dossier où vous demandez de financement, vous demandez tout, vous fatiguez ensemble, normalement les choses seront égaux entre vous.
Mais si c'est déjà commencé, l'initiative il est déjà commencé, je pense que vous allez voir les conditions avec les autres, comment ils peuvent ajouter. Parce que dans ça, c'est l'esprit de volontariat, c'est tout. Moi, je vais venir pour travailler avec une entreprise. Ce qui est l'essentiel, c'est l'expérience que je vais gagner, les compétences que je vais gagner. Parce qu'en contre-temps, ils peuvent, après ces machines, ils peuvent amener déjà des autres opportunités qui peuvent vraiment aider l'entreprise. Et dans ce cadre, ils peuvent avoir des pourcentages plus. Merci Dunia, merci pour la... Alors il y a Monza qui va intervenir rapidement, on va lui laisser le micro, s'il vous plaît, merci. Très rapidement, chère cousine, il n'y a que dans le dictionnaire où le mot salaire vient avant travail. L'idée, elle t'appartient. Je te tutoie parce que tu es ma cousine et qu'on se connaît. Mais cette idée, elle n'a pas de prix. Elle a de la valeur. Moi, je viens de créer une nouvelle entreprise qui s'appelle ICAM, Institut Corée des Arts et Métiers. C'est pour la définition de tous les métiers de la culture dans un institut de formation qui va bientôt voir le jour. J'ai des personnes autour de moi qui n'ont pas de travail, mais qui sont avec moi depuis très longtemps. Alors, pour les obliger à prendre leurs responsabilités, j'ai fait la création d'entreprises en déposant le capital total et en discutant avec eux et en donnant à chacun une part du capital. Moi, je pense que tu devrais discuter avec les personnes. D'abord, c'est ton idée et c'est à toi d'estimer la valeur de ton idée et en disant, sur un capital de 100 parts, voici les parts que je donne à chacun. Et vous démarrez. C'est une question de volonté de faire ensemble et pas une volonté de prendre. Il faut servir et pas se servir. Merci. Merci Monza, merci pour ta participation. On va passer rapidement le micro à Moulay qui a quelque chose de très intéressant à nous dire et puis on va passer à l'autre thématique. Merci Moulay. Bonjour, ça va, tout va bien? J'espère, moi mon travail ici encore c'est logistique, pour cela tu vas me voir à tout moment, mais je vais donner pour lui un exemple pour qu'il avoir la machine qu'il a dit à 20 millions. Moi j'ai travaillé une fois avec une société de 10 jours seulement. Ils ont trouvé des difficultés pour diminuer le staff et je suis parmi les 4 qui ont diminué parce que je suis nouveau. Nous sommes 4, 3, il y a 2 manœuvres, un chauffeur et moi parmi les gens qui sont dans la logistique. Dans le taxi, pour la retour, on a créé un projet. Le projet c'est quoi? Juste, moi j'ai amené pour eux une idée. On a pris un camion, on l'a loué par jour. Et le chauffeur qui est avec nous, il prend la responsabilité du chauffeur. Les 2 manœuvres, il prend la responsabilité des manœuvres pour les sables. Moi j'ai cherché le véhicule, j'ai cherché les clients. Le jour que j'ai amené le premier voyage pour les clients, son patron, il est arrivé, il a dit, toi, n'est-ce pas que j'ai dit pour toi, tu dois amener pour moi un seul voyage. Et moi, j'ai répondu moi-même, j'ai dit, moi j'ai amené un seul voyage. Non, ça c'est 2 voyages, parce qu'il y a certaines personnes dans le camion, ils chargent juste demi-véhicule. Il ne remplit pas beaucoup. Pour cela, il a vu ce qu'il a passé devant lui. Il m'a recommandé de 12 voyages. Avec ce projet, je commençais à 0. Ça veut dire que ça donne pour nous un avenir. C'est quoi? Le but, tu dois te poser une longue route pour toi. Et l'objet que tu as besoin, tu vas suivre jusqu'à ce qu'il arrive. Merci. Merci pour ce beau témoignage, merci pour ce retour d'expérience. On va clôturer cette thématique qui est très intéressante.
On va continuer avec notre frère, notre père, notre cher ami, Mokhtar Diallo, qui va nous parler de la thématique de l'accompagnement des jeunes, de la gestion des ressources humaines en Mauritanie particulièrement. Je vais vous laisser nous donner votre vision. La parole est à vous. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Merci, moi je suis Maître Mokhtar Mamadou Diallo. Je suis le point focal de la société civile de la Mauritanie, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le point focal, je suis, en termes simples, le référent de la société civile au niveau de la Mauritanie. À cet effet, je suis interface avec tous les partenaires au développement. Qu'est-ce que c'est que les partenaires au développement? Notamment, ce sont les agences des Nations Unies, le PNUD, l'UNICEF, le PAM, etc. Et également l'Union européenne, le Haut Commissariat des droits de l'homme, etc. Et également les chancelleries, notamment les ambassades qui sont en Mauritanie. Et je suis aussi interlocuteur avec le gouvernement pour la société civile. À cet effet, je suis dans de nombreuses stratégies du gouvernement, mais la plus importante est la SCAP. Qu'est-ce que c'est que la SCAP? La SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et la prospérité partagée. Et cette stratégie, justement, prend en compte les problématiques des jeunes et des femmes. Et cette stratégie ne laisse personne en marge. Il veut que tout le monde soit pris dans cette stratégie. Et elle est en cours, c'est celle maintenant à laquelle nous travaillons, c'est celle aussi qui doit nous amener à parler de ce forum qui est venu nous apporter des réponses à certaines de nos interrogations. Ce forum est plein de bienfaits, c'est-à-dire que le forum en lui-même, notamment les organisateurs, ils sont un bel exemple. Je voudrais qu'on salue et qu'on applaudisse pour les organisations du forum. Merci. Ce qui m'amène à parler sur 4 points. Le premier, c'est déjà les bienfaits du forum. Et le deuxième point, c'est une approche d'abord horizontale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'approche à la base. La base, c'est la jeunesse, c'est les ressources, c'est la vraie ressource. Quand je dis les jeunes, j'en parle aussi aux femmes qui ont de l'espoir, qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment traduire leurs idées en réalité. À cet effet, cela va m'amener à parler maintenant de l'approche verticale. L'approche verticale, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, je parle du droit régalien de l'État. L'État a des obligations. Entre autres de ces obligations, c'est de dédier aux jeunes des programmes pour les bonnes conditions de vie des jeunes et des femmes. Il y a eu énormément de programmes qui sont faits, mais hélas, ces programmes qui sont dédiés aux jeunes, pour la majorité, ne sont pas arrivés à destination. C'est pourquoi cela a conduit à l'immigration de nos nombreux jeunes de toutes les communautés confondues, où il y a eu, à travers ce problème, il y a eu un dénominateur commun des citoyens de Mauritanie, notamment chez les jeunes. Ici, en interne, on parle de repli identitaire entre les communautés.
Mais quand il y a certaines choses, les communautés se retrouvent. Et à cet effet, les jeunes étant victimes ou ils ont perdu espoir, ils n'avaient plus de repères. Comme ils n'avaient pas de repères, ils ont trouvé la solution, c'est d'aller vers d'autres cieux. Alors qu'il y a de l'espoir en Mauritanie, la Mauritanie est l'Eldorado, mais à condition que les programmes du gouvernement et les appuis qui viennent des partenaires ou de la société civile soient réellement concrétisés et que les jeunes en soient les bénéficiaires. Et quand on établit, je disais, les programmes, quand on fait une chose, on ne le fait pas avec le bénéficiaire, c'est contre le bénéficiaire. Une chose qu'on fait pas avec moi est contre moi. Donc, il est aujourd'hui important qu'il y ait un changement de paradigme. Un changement de paradigme. D'ailleurs, le forum a été objecteur de conscience. Il interpelle le gouvernement mauritanien, tout comme il interpelle les jeunes. Il interpelle le gouvernement dans sa réévaluation, d'évaluer les programmes qu'ils ont dédiés à la jeunesse. Si les programmes avaient réussi, il n'y aurait pas eu cet exode, ce départ massif des jeunes. Donc c'est une interrogation. Et le forum pose cette question, sans le dire. Et les jeunes aussi sont tout aussi interpellés. Il faut qu'il y ait de l'engagement. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités en main. Il ne faut pas qu'ils soient pas visionnaires, mais rêveurs et utopiques. Il faudrait se départir des idées chimériques. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de dire qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas arriver. Et les exemples poignants, tout de suite, de notre sœur et de Dounia et tant d'autres, par eux-mêmes, ils sont arrivés à partir de rien, d'une simple idée, et la traduire en réalité. Aujourd'hui, ils sont autonomes et indépendants. Masha'Allah. À cet effet, les jeunes aussi, prenez votre responsabilité. Cette responsabilité, c'est de dire, écoutez, interpellez le gouvernement, c'est votre droit. Interpellez-nous les adultes, en particulier la société civile, par sa proximité avec les populations et les mouvements des jeunes et les femmes que j'encadre et que j'ai toujours sponsorisé. Je suis mentor des jeunes. Il y a eu je ne peux pas citer un effectif assez important de jeunes que j'ai entraînés qui sont aujourd'hui autonomes et indépendants, qui ont leur propre autonomie. Ils sont témoins, ils sont là. Merci, merci. Donc, reprenez, les chers jeunes, reprenez de l'espoir. Reprenez de l'espoir. Il y a bien des possibilités qui vous sont offertes. Saisissez ces opportunités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour le sujet qu'on vient d'évoquer. Et effectivement, c'est un sujet... tous les sujets sont intéressants. On pourra parler des heures et des heures. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle édition. Il y a des attentes de tous les côtés. La jeunesse est prête. La jeunesse mauritanienne est prête. Et j'ai envie de vous partager un témoignage. Hier, j'ai partagé quelques vidéos de la salle et j'ai eu énormément de commentaires de la diaspora mauritanienne en France pour dire « Je ne pensais pas qu'un événement comme ça, la jeunesse mauritanienne pouvait se réunir. » Et c'est de vous dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes prêts. On a des échanges très intéressants. Il y a des thématiques qui sont abordées. Il y a également un bilan qui va être fait. Il y a des actions à mettre en place. Mais il y a également la question de la motivation des jeunes. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'État,
On a beaucoup parlé de tous les échanges que nous avons eus. C'est vrai qu'on a beaucoup pointé le manque de moyens, la défaillance dans le système. Mais si je peux me permettre aussi, parce que je suis dans les ressources humaines, et moi j'accompagne énormément d'étudiants, des jeunes diplômés qui sont à la recherche d'emploi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, il n'y a pas de sous-métier. Si vous avez envie de travailler, ce n'est pas parce que vous êtes en Mauritanie que vous allez travailler dans le bâtiment, que vous allez être manœuvre, que vous êtes quelqu'un de mauvais. Un métier, c'est un métier, tant que ça puisse vous permettre de subvenir à vos besoins, d'avoir une autonomie financière. Je me permets de dire ça parce que ici, a priori, il y a eu des difficultés à aller dans certains secteurs, mais à l'inverse, quand les Mauritaniens vont à l'extérieur, notamment en France, vous n'avez pas de difficulté à travailler dans ces métiers-là. Donc, si vous arrivez à le faire à l'étranger, faites-le d'abord chez vous. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais m'arrêter là et on va passer le micro aux questions. Oui. C'est Ami Fofana. Je n'étais même pas programmée pour parler, mais ce qui m'a interpellée un peu, c'est votre intervention par rapport à ce que vous venez de dire, qu'il n'est pas question de se focaliser sur quelque chose qui ne nous mènera pas grand-chose ou bien à l'avance. Ce que je veux dire par là, par exemple, moi j'ai débuté à faire le journalisme sur le tas. Donc j'ai commencé à l'âge très jeune. En ce moment, je faisais le baccalauréat. Et je ne savais même pas ce que c'était le journalisme. On a commencé par des animations, ainsi de suite. Au fur et à mesure, aller dans des formations à l'extérieur, ici aussi au niveau de Nouakchott, des formations dans ce métier. Après mon bac, j'ai su que je ne peux pas aller à l'extérieur pour faire le journalisme, vu qu'en Mauritanie, il n'y avait pas d'école de journalisme. Donc, j'ai fait mes études en ressources humaines. Là, je dois soutenir un master en management des ressources humaines. Donc, c'est pour seulement dire qu'on peut faire quelque chose et quand on ne voit pas que ça avance en avancement, on peut aussi reconvertir pour aller faire autre chose qui peut nous peut-être rapporter. Et jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que ça peut me rapporter les ressources humaines, parce que je n'ai pas encore eu de boulot par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, je ne me suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas restée pour dire que non, je n'ai pas encore trouvé du boulot. Je me suis créée moi-même une petite entreprise, d'ailleurs, qui sont là, les filles sont là. Perfect TV, c'est une petite chaîne de télé sur YouTube que moi-même je dirige avec mes petites qui sont là, formées par un de mes associés qui s'appelle Boubacar Kanté. Donc on travaille ensemble et dans cette chaîne de télé, on essaie aussi de donner la visibilité surtout aux femmes. Moi, c'est les femmes qui me préoccupent. Donc, de montrer le savoir-faire, de les donner la parole, de s'exprimer, voilà, de montrer ce qu'elles font. Merci, je suis désolée, le temps est court. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais de toute façon, on va garder le contact. Merci beaucoup. On va passer le micro, on va clôturer malheureusement cette thématique. On va passer le micro à notre prochain intervenant. Une dernière question, alors vraiment une dernière. Pas un témoignage, une question. Vous faites la différence, témoignage, question. Une question, pas un témoignage. Les témoignages, on pourra discuter après, vous inquiétez pas. Moi, je suis là jusqu'au 10 juillet, hein. Donc vous pouvez me retrouver. Et nos intervenants, ils sont là également, ils sont en Mauritanie. On va passer le micro pour une dernière question. Merci. Au fond. Bon.
Bonjour à nos chers panélistes, bonjour chers invités. Bon, moi j'aimerais intervenir par rapport à ce que M. Diallo il a dit. Vous avez parlé du programme de SCAP, qui est la stratégie de croissance accélérée et de prospérité. Et vous avez souligné que ce programme, il est pour les femmes et les jeunes. J'aimerais savoir si ce programme cible quelconque jeune, si c'est pour les jeunes qui sont sortant de l'université ou si c'est les jeunes qui sont illettrés. Et je voulais aussi vous parler par rapport à l'échec de ce programme. Vous avez dit que le programme n'est pas arrivé à terme. Et j'aimerais savoir si vous, les fondateurs de ce programme, vous avez fait une rétrospection pour savoir ce qui ne s'est pas très bien passé et essayer d'y remédier pour le programme. Merci beaucoup. Merci pour la question. On va laisser Monsieur Diallo y répondre de façon synthétique, s'il vous plaît. Merci. Je commencerai par la remercier pour sa question pertinente. C'est très bien, c'est ça le dynamisme des jeunes. Aujourd'hui, il faut être pertinent et poser de bonnes questions. D'abord, je vais un peu corriger. La SCAP n'est pas seulement destinée aux jeunes. La SCAP, c'est une stratégie nationale qui prend en compte tous les aspects de développement. Mais j'ai parlé plutôt pour les jeunes des programmes qui sont spécifiquement dédiés aux jeunes. Ce sont ces programmes que vous connaissez qui peut-être ont réussi, qui aussi ont besoin d'être améliorés. Et pour ces programmes, peut-être nous prendrions en contact ensemble. Je vous dirai les différents programmes qui sont dédiés aux jeunes et comment vous y trouverez votre épingle de jeu. Merci. Merci pour la réponse. Donc on va passer le micro à notre prochain intervenant, qui est Monsieur Babokar Abdoulaye, président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je vous demande de l'applaudir. Et j'en profite également de cette audience pour le remercier particulièrement parce que, encore une fois, quand je parle du collectif et de la puissance du collectif, c'est grâce à ce type de personnes. Monsieur Bokar m'a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de ce projet. Je l'ai énormément sollicité depuis la France. Je lui ai envoyé énormément de messages. Il n'a pas hésité une seconde fois de me transmettre les contacts, de me donner des conseils. Alors si aujourd'hui on est là, c'est parce que c'est un travail collectif, c'est parce qu'il y a des gens comme Monsieur Bokar derrière. Donc merci de l'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Je suis très ému en réalité parce qu'on fait que notre devoir. Et nous y croyons à cette Mauritanie, nous y croyons à cette jeunesse africaine, nous y croyons à cette jeunesse mauritanienne qui est en train de faire de très belles choses, de très bonnes choses pour le développement de notre patrie, de notre nation, de notre pays, la Mauritanie. Je me nomme Babokar Abdoulaye, je suis le vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse, une organisation continentale qui a un mandat de chef d'État africain et qui joue un rôle consultatif auprès de l'Union africaine. C'est la première fois qu'un Mauritanien intègre le comité exécutif et c'est à ma personne en 2021 à Niamey. J'ai été nommé à l'âge de 25 ans au cabinet du président de la République comme le plus jeune membre du cabinet du président de la République à l'âge de 25 ans, sortant de l'université sans aucune expérience. Je suis un pur produit mauritanien, je suis fier d'être mauritanien, représenter la Mauritanie partout dans le monde. J'ai été nommé à l'âge de 30 ans comme le plus jeune commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme de l'histoire de la Mauritanie. J'ai été élu meilleur jeune leader africain pour le compte de la Mauritanie. J'ai eu plusieurs distinctions nationales et internationales pour le compte de la Mauritanie. Pourtant, je viens de l'université de Nouakchott, je suis un pur produit mauritanien et je suis fier d'être mauritanien. C'est ce que je donne l'exemple. Peut-être mon histoire peut inspirer parmi des jeunes mauritaniens et des jeunes africains. Parce que l'impossible n'est pas africain, l'impossible n'est pas mauritanien. Aujourd'hui, l'avenir du monde se joue en Afrique. Il est honteux, amertume, difficile de comprendre combien de jeunes quittent leur pays pour aller aux États-Unis d'Amérique, l'Europe. Le rêve meilleur n'est qu'ici à côté de nous. La Mauritanie, je mesure les mots, je mesure les phrases. L'Eldorado, le paradis.
La Mauritanie, nous avons un don de Dieu. Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons la mer, nous avons le fleuve, nous avons la terre, nous avons les femmes, nous avons les jeunes. Qu'est-ce que nous attendons pour développer ce pays? On me parle de compétences. On me parle de compétences. Moi, je parle de la jeunesse et les femmes. Vous êtes les seuls piliers du développement. Ne vous trompez pas. Investir dans l'avenir, c'est d'investir dans la jeunesse. Comprendre sa jeunesse, orienter sa jeunesse, former sa jeunesse, mettre au devant les jeunes pour que ces jeunes puissent construire et bâtir la Mauritanie que nous attendons maintenant ici. Ces genres de forums doivent nous inspirer. Ces genres de forums est un déclic. Ce genre de forum nous permet aujourd'hui de se rassurer et d'avoir confiance en nous. Les exemples, je ne donnerai pas loin. Monza a dit un exemple précis et concis. Il s'est battu pour la Mauritanie. Il est l'exemple inspirant dans le leadership de la culture africaine. Vous avez eu la chance de rencontrer ces 2 derniers jours plusieurs jeunes venant un peu partout. Nous voulons enlever ce complexe de la diaspora à l'africanité de la Mauritanie. Il faudrait qu'il y ait des échanges, de partage, de compréhension. Il n'y a pas un saut métier. Il n'y a pas un saut métier. Il ne faudrait pas être complexé d'être soit au village, de dire non, je ne dois pas faire le champ. L'agro-business, c'est ce qui nourrit aujourd'hui le monde. Nous avons vu combien de temps d'exemples avec ce Covid. On n'arrive même pas à avoir des tomates parce que les frontières sont bloquées, sont fermées. Mais nous avons la terre, nous avons l'eau du fleuve. Pourtant, nous devrons se concentrer notre richesse à côté de nous-mêmes. Notre seule inspiration, c'est nous. Notre premier soutien, c'est nous. Investissons en nous pour construire et bâtir. Ce n'est pas une question de leadership, c'est une question de volonté. Ce n'est pas une question que c'est difficile. Non, l'impossible n'est pas mauritanien. L'impossible n'est pas mauritanien. On s'est battu pour être là. Nous sommes battus, rien ne s'obtient gratuitement. Même ces jeunes qui quittent et abandonnent leur pays pour d'autres pays, ils recommenceront une autre vie. Le meilleur investissement, c'est d'investir dans son savoir, sa connaissance, ses compétences. Quand tu quittes ton pays, tu n'as aucune formation. Tu pars pour faire quoi en réalité? On est dans une famille pauvre, modeste. Nous sommes tous pareils. Famille pauvre, modeste. Nous vendons nos biens. Nous partons aux États-Unis. Nous rentrons illégalement. Nous n'existons pas. Certes, c'est un lieu d'espoir. Et cet espoir, ça doit commencer par là. Il n'y a pas une petite chose. J'ai écouté les interventions, des témoignages. Il faut commencer par quelque part. La digitalisation aujourd'hui, le monde digital, la technologie. Rien n'est impossible dans ce monde d'aujourd'hui. Le monde est interconnecté. C'est de pouvoir bien vivre, pouvoir servir, aider et subvenir à ses besoins. C'est ça l'immigration, chercher à une vie meilleure. À la suite de ce forum, nous souhaiterons qu'il y ait un contact direct avec ces jeunes. Ce sont des jeunes qui sont magnifiques. Les jeunes Mauritaniens, ce sont des jeunes inspirés. Ce sont des jeunes talentueux. Ce sont des jeunes qui ont confiance en eux. Ce sont des jeunes qui n'attendent pas de partenaires ou de gouvernement. Ce sont des jeunes qui commencent avec ce qu'ils ont. Monza, vous avez commencé avec quoi? Quand vous faites le festival Assalamu alaikum, j'étais encore un jeune étudiant. Je venais au CCF pour regarder le concert, le festival. J'ai rencontré Awadi. Il nous a fait rêver. Le rêve mauritanien existe bel et bien. Je vous remercie. Merci Bokar. Applaudissez. Merci beaucoup Bokar. Vous avez un beau témoignage de Bokar. La jeunesse mauritanienne est riche, elle est forte, elle est belle. Donc croyez en vous, chers Mauritaniens. Merci beaucoup Bokar. Pour cette thématique, on ne va pas poser de questions. On va enchaîner tout de suite avec notre prochain intervenant parce que le temps est court et on a un programme derrière. Merci beaucoup en tout cas Bokar. On va laisser la parole à notre cher invité, Monsieur Oumar Tal, qui est le CEO du Centre africain des formations. On vous laisse la parole. Il va intervenir sur la thématique de l'insertion. On est toujours dans les mêmes thématiques, mais avec des visions différentes.
On vous laisse le micro. Ah, il y a une question très rapidement, on vous laisse la parole, je vous en prie. Oui, une minute. Vraiment, ce qu'il a dit, Boubacar, il m'a réveillé vraiment. Que nous, nos jeunesses, toujours si on voyage à l'extérieur, on étudie à Tunisie, en France, toujours nous sommes les meilleurs. Il n'y a pas une fois parmi nos élèves qui sont partis à l'extérieur, qui ne sont pas retournés avec une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut nous avancer. Merci beaucoup. Merci. On peut avancer, on peut commencer à engager et les gens vont nous avoir. Sinon, on s'élève, l'État et tout le monde, ils sont obligés à nous occuper. Parce que nous sommes levés, nous sommes engagés, nous sommes commencés à faire. Merci beaucoup, Zounia. Merci pour votre information. Merci beaucoup. Oh là là, c'est touchant. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Monsieur Oumar. La parole est à vous, Monsieur Oumar Tal. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Vous entendez? C'est bon, ça fonctionne. Je vais vous laisser intervenir sur la question de l'insertion et de la reconversion professionnelle des jeunes. Ça va être très synthétique, mais j'aimerais qu'on ait votre point de vue, votre analyse en tant qu'expert, en tant que professionnel. On va vous laisser développer cette thématique. Je vous en prie. Voilà, merci madame. Assalamu alaikum à l'assistance. Donc, je vais essayer de parler de ce sujet, mais avant, je voudrais faire un petit chapeau pour que les concitoyens comprennent certains éléments de base. On a la chance ici d'avoir aujourd'hui la société civile. On a eu hier des représentants de l'État, des représentants de certains ministères. Mais je voulais revenir à quelque chose de très basique. Quand on est citoyen dans un pays comme vous, comme tout le monde, comme les femmes, comme les jeunes, je crois qu'il y a certaines données de base qu'il faut connaître. Les données de base, c'est quoi? C'est que nous, citoyens, à chaque échéance, nous disons que nous avons 5 ans de notre vie, de la vie de notre société. Nous avons 5 ans que nous allons confier à une équipe. Qui est cette équipe? Cette équipe, c'est le gouvernement. C'est un président. Le président, on lui dit qu'on te donne un mandat de 5 ans pour que tu t'occupes de notre bien-être. Ça signifie quoi? Ça signifie que les citoyens ont des droits. Les droits, un droit social, un droit économique, un droit à l'éducation, un droit à la santé. Ça, ce sont nos droits parce que nous sommes citoyens. Et la deuxième chose que nous allons lui confier, ce sont nos ressources. Tout ce qui appartient à la Mauritanie appartient aux citoyens de la Mauritanie. Donc, si vous comprenez bien, un gouvernement, il n'est là que pour gérer pendant un laps de temps ce qui nous appartient. Nos droits. Il a le droit de nous protéger. Il a le droit de... S'il ne le fait pas, nous avons, nous, la possibilité de le renvoyer. Et ça, il ne faudrait jamais que vous l'oubliez. Vous êtes des citoyens, vous avez des jeunes, vous avez des droits. Les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est la richesse. Chacun d'entre vous crie et se plaint souvent. Je n'ai pas été financier, on ne m'a pas donné. Mais on ne vous donne rien, on vous restitue ce qui vous appartient. Donc faites très attention à ça. Et j'aimerais que vous le mettiez, la citoyenneté. La culture de la citoyenneté, c'est ça. C'est ce qu'on demande à la société civile souvent de relayer. Ne vous faites pas de soucis, les hommes politiques, souvent, ils ne le disent pas. Ils préfèrent, vous les nommer et après, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est là où on a toutes les dérives. La dilapidation des biens, la malgestion, tout cela vient du fait que vous oubliez une chose, d'une fois que vous avez élu quelqu'un, vous dites c'est fini. On attend qu'il nous donne, mais il ne vous donne rien, il faut continuer à le suivre. Il a été élu sur la base d'un projet. Ce projet, c'est sur l'accélération, c'est sur le programme pour les jeunes, c'est pour le programme pour les femmes, mais suivez-le, bon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur de quoi? Et vous êtes chez vous? Si maintenant vous ne le suivez pas, vous baissez les bras, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez sur le chemin de l'exil des États-Unis. Moi, je ne vous prends pas pour fautif à 100%, mais vous êtes responsable en partie.
le premier responsable, c'est déjà l'État. Parce qu'on t'a élu pour que tu mènes cette politique en faveur de tous tes citoyens, tous tes concitoyens, quels qu'ils soient, des femmes, les jeunes, les vieux. Donc ça, souvent, je l'explique aux jeunes, je l'explique aux citoyens pour qu'ils en prennent conscience. Faites-en un bon usage. Maintenant, concernant les jeunes, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la formation. La formation, elle est divisée en deux parties. Il y a une formation, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est ce qu'on fait tous, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Certes, ici, en Mauritanie, il y a des insuffisances, on ne le cache pas. Il y a le manque d'établissement, il y a le manque d'équipement, il y a le manque d'enseignants. Tout cela fait que cet écosystème de formation initiale pose des problèmes. On n'arrive pas encore à trouver une solution. J'espère qu'on le retrouvera avec vous. La deuxième chose, c'est que quand un pays accélère et que la formation initiale n'arrive pas à suivre, parce que pour parler de formation initiale, on se projette sur 20 ans. On se dit, dans 20 ans, la Mauritanie, on veut que ce soit un pays minier. Donc, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à former les gens dès le collège. Exactement. Former des ingénieurs, former des techniciens, former les gens sur les plateformes. Si on rate ce tournant, qu'est-ce qui se passe? On se rabat en ce moment sur la formation professionnelle. Et c'est en ce moment où les établissements professionnels, soit de l'État, il y en a, ou soit du privé, qui essayent de compenser, de rattraper ce retard. Mais ce n'est pas évident, parce que quel est le marché? Le marché, c'est des jeunes qui souvent ont fait une université et qui sont là avec des diplômes, mais pas dans le bon canal. Ils ne sont pas sur la bonne route. Ils ont fait des diplômes pour devenir fonctionnaires, mais on n'a pas besoin de fonctionnaires, on a besoin de techniciens. Donc ce gap qu'il y a, il faut le résoudre, on essaye de le résoudre avec les formations professionnelles. Et maintenant, quand on arrive aux formations, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes ici, et il y a peu d'établissements de formation professionnelle. Il y a peu d'équipements dans les établissements professionnels. Il y a peu de personnes au niveau des ressources humaines au niveau de ces établissements professionnels. On colmate. Il y a certains établissements qui commencent à avoir une réputation, qui sont plus efficaces, mais ils ne peuvent pas tout combler. Et très souvent, le risque, le danger, est qu'un bon établissement, quand il fonctionne bien, avec un petit nombre, dès l'instant qu'il s'ouvre avec le succès, il perd la qualité, au dépend du nombre. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait que vous sachiez et qu'il faudrait que vous fassiez attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Quelqu'un a fait une formation, il faut qu'il soit reconverti, mais qu'il n'ait pas peur. La vie, c'est des reconversions. C'est des conversions et des reconversions. Nous-mêmes, nous sommes le meilleur exemple. L'homme, il est petit, il est adolescent, il est adulte et il est vieux. Il y a un changement perpétuel qui se fait. Le boulot, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu es dans ce secteur, il est bouché. Il n'y a pas d'avenir dans ce secteur. Mais reconvertis-toi. Tu as été un juriste, mais sois un économiste. Où est le problème? Juste la volonté. Juste la volonté. C'est vrai. Et un bon encadrement. Il faut savoir à un moment qu'est-ce que l'on veut aussi. Si on n'a pas une clarté dans sa propre vision. C'est pour ça on a développé beaucoup d'exemples sur le développement personnel. C'est quoi? Au début, on croyait que c'était juste du cinéma, il faut faire les chiffres. Non. C'est pour que tu apprennes à te connaître toi-même. Que tu saches qui tu es, que tu saches où tu veux aller, que tu saches tes atouts, que tu connaisses tes faiblesses et que tu essayes de changer. Mais si tu dis que tu es très intelligent alors que tu es très moyennement intelligent, tu veux faire croire à tout le monde, mais tu te trompes d'abord toi-même. Parce qu'à l'épreuve des faits, tu ne vas pas pouvoir suivre. Donc le développement personnel, c'était ça. En fait, pour vous résumer, c'est connaître soi-même et connaître ses capacités et surtout savoir ce qu'on veut. Quelqu'un a une idée de projet. Si son idée n'est pas très claire, n'est pas très nette dans sa tête d'abord, il ne va pas pouvoir entraîner une équipe. La première chose quand quelqu'un va dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il ait une idée claire de ce qu'il veut faire. Exactement. Ensuite, le reste va venir crescendo, petit à petit. Le reste, c'est quoi? C'est avoir de bonnes ressources. Tu ne peux pas commencer une idée en pensant à l'argent. Pas du tout.
pense d'abord avec qui tu vas le faire. Qui va t'aider dans ce travail? Qui va être ton partenaire? Qui va travailler avec toi jour et nuit? Une fois que tu l'auras résolu, tu vas te dire, mais avec quel instrument tu vas le faire? Là, c'est la connaissance. Quelqu'un qui est du métier de la culture, mais il faut qu'il soit imbu de la culture. Il ne va pas dire, je me réveille au jour, je vais faire une société de culture. Tu ne connais rien de la culture, tu ne connais pas les dangers qu'il y a. Donc là aussi, cette troisième étape, c'est connaître ton environnement. Et c'est enfin qu'arrive le financement. Il ne faut jamais se leurrer, le financement ne vient jamais avant tout ça. Avoir une idée claire, savoir connaître des partenaires qui connaissent le métier et toi vouloir aller jusqu'au bout. Une fois que tu l'auras résolu, tu as résolu plus de 60% déjà de ton activité. Ensuite, et en dernier, et c'est ça qui devait être en premier, c'est le marché. Chaque fois que tu veux faire une chose, tu es entrepreneur, pose-toi la première question, est-ce que tu as un marché? Un marché, c'est quoi, pour être clair? C'est le client. Aujourd'hui, tu veux vendre des smartphones. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui l'achète, quelle que soit l'entreprise que tu fais ou l'usine, mais personne ne va acheter. Oui. C'est ça le marché, les Exact. clients. Exactement. Assalamu alaikum doit avoir des clients. Merci beaucoup. Merci, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. On l'a réglé. Ça, c'est une chose aussi que les jeunes ont réglé. Le reste, c'est la dernière chose. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Celui qui veut être salarié, qui n'est pas honte. Il n'y a aucune honte à être un salarié. Soyez des salariés quand vous ne vous sentez pas la fibre de l'entrepreneur. Et je vous remercie. Merci beaucoup, on l'applaudit. Soyez juste passionnés dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, il n'y aura pas de questions pour cette thématique parce qu'on a déjà posé pas mal de questions. On va laisser le micro à notre cher invité qui est monsieur Ba Adama Moussa, maire de la commune de Bogué, qui va nous parler très brièvement de l'impact socio-économique sur la jeunesse dans le domaine de l'agriculture. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ba Adama, je suis le maire de Bogué. Donc là, j'ai juste, comment dirais-je, un thème à vous présenter sur le projet agricole de Bogué. Quel impact socio-économique pour les jeunes. Mais avant, permettez-moi de remercier en tout cas les organisateurs, et particulièrement Financial Afrique, et puis en tout cas les jeunes. Et merci en tout cas pour les participants. Donc en Mauritanie, il faut considérer que 7 personnes sur 10 vivent dans des zones rurales où la majorité travaille dans l'agriculture, le secteur informel ou dans des micro et petites entreprises dont le potentiel de développement économique est à peine exploité. L'agriculture constitue un secteur clé pour le développement économique et social du pays, compte tenu de la population qui en dépend directement. La dimension stratégique en matière de sécurité et la contribution à la croissance globale. C'est le secteur qui compte le plus de filières, et quand on parle d'agriculture, y compris l'élevage, il faut bien le savoir, et plusieurs métiers offrant ainsi le plus d'opportunités d'emploi pour les populations. Cependant, la croissance démographique, les changements climatiques, les mauvaises pratiques, le manque de formation et d'encadrement bien sûr, et les difficultés d'accès à la terre ont contraint beaucoup de jeunes au chômage et à la migration. De plus en plus, les grands investisseurs privés, nationaux et étrangers s'intéressent au financement des projets agricoles importants dans la zone de Bogué. Un protocole d'accord de partenariat gagnant-gagnant vient d'être signé entre un investisseur américain et le GIE DIN de Bogué. Ce protocole portant sur l'exploitation des terres de 2030 hectares pour la production de la luzerne, c'est de l'aliment bétail, sous forme de location sur une durée de 20 ans. C'est un contrat bail. Beaucoup d'emplois seront créés. Dans les accords, il est prévu la formation des jeunes de Bogué dans les métiers agricoles pour répondre aux besoins de leurs activités. Une usine d'aliments de bétail du groupe 3G qui est en cours d'installation pour produire différents aliments d'aviculture, de la pisciculture, de la volaille, bon, aliments volaille bien sûr. Ça, il faut comprendre que c'est une volonté purement, en tout cas, des Boguéens.
Ce n'est pas lié au projet, en tout cas américain. C'est des actions que chacun est libre, en tout cas, d'acheter. Les actions vont de 0 à 1000 actions. Une action, elle est à 10 000 ouguiers. Je reviendrai en tout cas sur ça. Il y aura aussi le recrutement du personnel qui travaillera directement à l'usine. Le capital social du groupe est constitué, comme je venais de dire, d'actions. Par ailleurs, la commune de Bogué a mis en place une maison des arts et métiers pour promouvoir l'esprit de créativité et d'innovation des jeunes. Il y aura des programmes de formation et d'accompagnement des jeunes dans différents métiers et la création de leur entreprise. Le forum d'action économique et sociale sera organisé bientôt à Bogué pour faire connaître les ressources de l'économie locale aux investisseurs sensibilisés, les populations sur les types de partenariats, développer l'entrepreneuriat. Quelques données importantes que je vais vous livrer. Il s'agit des caractéristiques de la population de la commune de Bogué sont les suivantes. La prédominance de la population toujours jeune, 61%, de la population entre 0 et 18 ans. Les femmes constituent 58,3 contre 46,7 pour les hommes. Un taux d'accès massif des jeunes adultes vers les centres urbains comme Nouakchott, Nouadhibou et il faut dire peut-être Zouirat. Et c'est une forte et puis les migrations vers l'étranger en forte progression ces derniers temps, notamment les localités aussi. Bon, ces jeunes viennent généralement des villages environnants et plus des quartiers de Bogué même. C'est pas la peine de les citer, Sarandougou, Tchalgou, Bogué-Do, etc. Pour ceux qui connaissent bien Bogué. Et puis au niveau des données économiques sur l'agriculture, les superficies du Wallo au niveau de Bogué sont autour de 10 à 15 000 hectares. Les superficies de Djeri font plus de 20 000 hectares. Donc, pour les irrigués emblavés, nous avons en ce moment plus de 3 800 hectares irrigués. Quand je dis irrigués, c'est vraiment aménagé et puis avec un système de pompage adéquat, fonctionnel. Et puis, l'endiguement du casier pilote de Bogué fait 4 000 hectares. Donc, c'est là où les investisseurs vont, en tout cas, contracter. Comment dirais-je, on négocie avec en tout cas le GIE pour en tout cas sous forme de bail et le reste est en tout cas géré par le casier pilote de Bogué avec les paysans du casier pilote de Bogué. Bon, les rendements jusque-là sont autour de 2,5 à 5 tonnes à l'hectare, ça dépend des saisons. Il arrive des fois, de bonnes saisons sont là affichées, mais d'autres conséquences, en tout cas, affectent ou bien, en tout cas, c'est lié en tout cas à la sésamie, les attaques. Des fois encore, c'est les intempéries qui bouleversent tout. Il arrive aussi que les gens ont une pointe de rendement jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Bon, en résumé, je me limite à ça, mais je rejoins en tout cas M. Ba dans son plaidoyer, en tout cas, aux femmes. Je dis souvent que je suis leur en tout cas, ambassadeur, en tout cas au niveau des partenaires, aussi bien à l'étranger, parce connaissant en tout cas le rôle de la femme au niveau de cette commune-là. Le panier familial, je dis bien dans notre zone aujourd'hui, est assuré par les femmes. L'homme, le chef de famille, fait moins de bruit aujourd'hui dans la maison parce que c'est la femme qui paye en tout cas, qui assure, parce qu'elles sont honnêtes, ne serait-ce que pour la gestion en tout cas d'une cagnotte, contrairement en tout cas à nos aînés ou bien à nos égaux, qui très souvent, s'ils font une bonne récolte, après c'est la polygamie qui va suivre, après en tout cas c'est des projets, alors que la femme elle est soumise, elle a ce souci d'élever l'enfant, de payer l'écolage de l'enfant et de veiller vraiment en tout cas à la bonne gestion en tout cas de ce panier. Vraiment, M. Ba, je suis d'accord avec vous. Et excusez-moi d'être un peu long parce que je vois que les gens sont épuisés. Oui. De façon contractée, j'ai fait cette présentation et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, merci. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Je suis vraiment navrée. Vous pourrez lui poser les questions après. Là, on va clôturer cet événement. Avant de le clôturer, je voudrais remercier
encore une fois tous les participants. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre engagement, merci pour l'investissement. Je voudrais également vous remercier, vous, parce que si on fait cet événement, c'est un événement collectif, c'est parce que vous êtes là aussi, que vous avez des choses à dire. Donc je voudrais vous remercier.